Bertrand, je te propose de passer à la lettre X. Eros en exil. Dans le livre rouge, Jung entretient avec son anima des échanges nourris et contradictoires. Il me semble qu'en creusant ces dialogues, on pourrait évoquer la thématique du passage d'un amour de réparation, d'un amour sacrificiel, à l'amour individué. Oui, c'est bien introduit. D'ailleurs, ça suscite encore mes doutes vis-à-vis de ce que Jung a relaté dans le livre rouge et même vis-à-vis de la manière dont moi j'interprète ce qu'il a relaté. Je ne suis pas tout à fait sûr de ce que je vais me risquer à dire maintenant, mais je le dis quand même. On va faire un peu de recherche. Jung rapporte dans le livre les dialogues qu'il a entretenus en imagination active avec différentes figures féminines. Celles-ci imagent des aspects de son âme dont il doit tenir compte. Elles correspondent à des impulsions auxquelles il se demande s'il doit répondre. Ou bien elles se traduisent par des inspirations qui ne correspondent pas à sa culture initiale, mais plutôt à un véritable savoir féminin. L'échange entre Jung et son âme peut prendre la forme d'une controverse ou celle d'une initiation. À l'issue de leur dispute, Jung va prendre une distance respectueuse avec celle dont il sent, dont il comprend qu'elle est la source de tous les bienfaits, mais aussi des pires égarements. Merveilleux. La leçon de sagesse qui est requise pour s'ouvrir à la dimension de l'autre intérieur, sans se livrer innocemment, est donnée à Jung par Philémon, le vieux sage de ses visions. Philémon lui dit « Cramponne-toi à l'âme avec amour, avec crainte, avec mépris, avec haine, et ne la quitte pas des yeux. » Donc, la position est assez ambivalente ou paradoxale. On doit préciser que l'âme de Jung était tout sauf tiède et qu'elle n'avait rien à voir avec une figure virginale qui ne serait pas troublante pour les sens. C'est donc en se reliant à cette figure de l'intériorité, mais sans perdre la raison, que Jung devra tenter de suivre son chemin. Cela vaut aussi bien sûr pour une relation avec une femme dans le monde extérieur. Cela étant, à tel point d'arrivée, cramponne-toi à l'âme avec amour, avec crainte, avec mépris, etc., correspond à une philosophie de la maturité, de celui qui ne se laisse pas plus tenté par des fantasmes qu'ensorcelé par des œillades, une danse des voiles ou un jeu d'éventail. Ayant été suffisamment tourmenté par la toute-puissance du féminin et de l'anima dans une adolescence durable, si ardente et si folle, comme disait Blaise Cendrars, et ayant été suffisamment fasciné par ses ruses et ses artifices, il m'arrive maintenant, lorsque j'accompagne de jeunes hommes, de les mettre en garde. Je sais à quel point il est difficile pour eux de garder une distance vis-à-vis des images, et bien sûr des charmes que certaines créatures déploient. Il n'est pas rare que je soutienne leur vigilance,
Cela passe aussi, évidemment, par une connaissance des techniques utiles pour faire face à l'animus. Cela passe également par une explication de ce que peut être l'anima. Cela dit, ça ne sert pas à grand-chose. Pourtant, en effet, plutôt, cet équilibre entre le moi et l'âme, cette fluidité entre le conscient et l'inconscient, ne saurait dispenser celui qui parvient à la maîtrise d'emprunter au préalable le chemin tourmenté des relations et des passions humaines. Oui, non, il faudra supprimer pourtant, etc. Donc, je reprends. L'acquisition d'une maturité, la fluidité entre le conscient et l'inconscient, ne saurait dispenser celui qui parvient à une telle maîtrise d'emprunter au préalable le chemin tourmenté des relations et des passions humaines. Philémon, dans le livre rouge, tempère Jung quand celui-ci prend conscience d'avoir été traîné par l'âme à travers un enfer de démence. Donc il n'a pas aimé déraper. Et il le tempère donc quand la colère s'empare de lui. Il lui dit que ça faisait partie du destin et il clame cette invocation à l'âme. Il l'élève en ces termes. Bénie sois-tu, ô Vierge âme, tu es celle qui donne naissance à Dieu. Tu as entamé le chemin du retour depuis le pays des hommes, auquel tu as appris l'art d'être âme. Bref, comme si le passage par le chaos, les dérèglements et l'incompréhension imposée par l'âme avaient été malgré tout nécessaires pour infuser une vertu nouvelle à celui qui a vécu une telle expérience. Mais est-ce que la lucidité qui est prônée par Philémon garantit Jung contre l'amour sacrificiel? Est-ce que la lucidité le garantit contre l'amour sacrificiel ? J'aurais tendance à penser que tout amour est plus ou moins sacrificiel si on considère les choses du point de vue de l'ego. Il n'en sort pas indemne. Jung dit, en parlant de son âme, tu m'as infligé des tourments quasi mortels, tu as la grandeur de Dieu ou du diable. On peut évidemment se demander si Jung au départ n'était pas un peu raide pour parler de l'enfer de démence. On peut croire que sa raison a laissé beaucoup de plumes. Probablement a-t-il dû traverser une liaison avec une femme concrète et probablement était-elle nécessaire pour que son ambition trop masculine se fissure. Bon, on ne va pas revenir sur l'histoire qu'on lui attribue, qu'on lui prête ou qui s'est réellement passée. Je n'étais pas dans la chambre. Tu parles de Sabina ? Par exemple. Mais je pense surtout à Sabina Spielrein. Beaucoup plus qu'à Tony Wolff. On doit cependant s'interroger sur la vertu d'un engagement sans réserve, voire d'un égarement. Si ce qui est relaté dans le film de Roberto Faenza, L'âme en jeu, est exact, on peut penser que Jung est resté raisonnable et n'a pas sacrifié son honorabilité scientifique, ou plutôt sa disponibilité pour son œuvre, à la passion qui l'étreignait.
Enfin, c'est une interprétation et elle est discutable. Est-ce qu'une réserve vis-à-vis de l'anima pourrait garantir contre un amour trop sacrificiel? Sans doute. Est-ce qu'une trop grande réserve est justifiée? Point d'interrogation. En fait, c'est le problème de l'amour individuel. Oui, mais cela peut concerner l'usage excessif de la raison dans les relations humaines et bien sûr d'abord dans nos échanges amoureux. Cela nous concerne tous, mais peut-être davantage encore les thérapeutes. On devrait se méfier de la science psychologique et de la réserve qu'elle suscite, car elle peut nous rendre trop intelligents. Revenons au livre rouge. L'âme, initialement, va apparaître à Jung sous les traits d'une jeune femme qui n'a pas très bonne réputation, puisqu'il s'agit de Salomé. Cette dernière est, selon la tradition, vaniteuse, concupiscente, lascive et meurtrière. Curieusement, dans la vision de Jung, lors de leur première rencontre, elle est également aveugle. Bon, Jung interprétera ça après coup, pour justifier qu'il faut mêler un peu de logos dans son éros, parce que l'éros tout seul est dangereux. Bon. Alors curieusement aussi, le père de Salomé, c'est le prophète Élie, ce qui n'a rien à voir avec la tradition testamentaire. Et ce dernier, qui est une préfiguration de ce qui deviendra Philémon à la fin du livre, il dit Philémon, bon, ça revient tout de même. Ce dernier, comme on peut le lire au chapitre Mystère Rencontre, va instiller un peu de psychologie féminine dans l'esprit de celui qui l'enseigne. Il va assouplir les préventions de Jung et lui révéler l'essentiel en éclairant d'une façon très inhabituelle l'histoire de la fille d'Hérode. Élie va lui dire « Elle aima le prophète qui annonça au monde le nouveau Dieu. » Donc, à ce moment-là, il engage donc Jung à respecter Salomé et pas la prendre pour une catin du grand monde. Dans une vision ultérieure de Jung, un avatar de Salomé va s'imposer de manière plus insistante encore. Il s'agit d'une jeune fille qui est prisonnière d'un vieil homme dans un château dans la forêt. Jung consent à la prendre au sérieux. C'est dans sa vision, tout ça. C'est de l'imagination active. Mais les preuves de l'amour auquel elle aspire le troublent et lui font peur. Elle ne lui en donne pas moins matière à penser. Et elle l'enseigne en ces termes. Seul ce qui est humain et que tu accuses d'être banal et galvaudé. Par exemple, l'amourette qu'elle pourrait lui proposer. Seul cela contient la sagesse que tu recherches. D'ailleurs, c'est peut-être plus qu'une amourette. Lui dit-elle, avant d'ajouter pour que la leçon s'inscrive bien, même la banale réalité est rédemptrice. Je ne sais pas si tu as lu, c'est dans un livre de Marie-Louise von Franz où elle parle de Gérard de Nerval, qui était un très très grand poète, et qui était tombé amoureux d'une grisette. Et elle relate que, comme ce n'était pas une femme de haute extraction, il ne l'a pas prise au sérieux. Il a dit « ce n'est qu'une passade ». Bon ben,
Ça ne lui a pas réussi parce qu'il a fini par se suicider. Il n'avait pas compris que cette banale réalité était rédemptrice pour lui. Je ne connais pas l'histoire des origines de Nerval, mais je suppose que il ne venait évidemment pas du même milieu que la grisette en question. Encore plus tard, lorsque Élie lui offre sa fille, le dialogue qui s'instaure entre Jung et elle est assez révélateur. Élie lui présente Salomé et lui dit « Voilà Salomé, qu'elle soit tienne ». Et Jung répond « Mais que ferais-je de Salomé? Je suis déjà marié. » Bon, ça ressemble peut-être à la réalité. Et Élie lui rétorque « Ô balourd que tu es, n'est-ce pas un beau cadeau ?» Et Jung répond « Étrange cadeau, sans doute une charge. » « Mais pourquoi me rejettes-tu? Je veux être ta servante. Je chanterai et je danserai pour toi. Je te consolerai quand tu seras triste. » Jung lui répond d'abord par de belles généralités. « Je te remercie pour ton amour. Il est beau de s'entendre parler d'amour. » Puis, comme il insiste, il essaie de s'en sortir en protestant de son impuissance. « Tu es comme le serpent qui m'enlaçait, aspirait mon sang, tes douces paroles m'enlacent, et je suis là comme un crucifié. C'est l'impossibilité qui me paralyse. » Bon, ces résistances sont manifestes, et il finit par s'esquiver en disant « Écoute, je doute que ta destination soit de m'appartenir. » Donc il prétend servir les intérêts de la dame qui les conduit. L'amoureuse, qui n'écoute, elle, que la force de son cœur, ne reçoit pas un meilleur accueil alors qu'elle témoigne de la pureté de ses intentions. « Tes paroles sont cruelles, lui dit-elle, mais je t'aime tant que je pourrais aller jusqu'à me retirer moi-même quand le temps sera venu pour toi. » Jung se sert de ce qu'elle vient de lui dire. Et il est un peu hypocrite, à mon avis. « Je sais que ce me serait un très grand tourment que de te laisser partir ainsi. Mais si tu peux le faire pour moi, je peux aussi le faire pour toi. » Tout de suite. Salomé comprend bien qu'il est hésitant et elle maintient son espérance. Le dialogue se poursuit. « Je ne veux pas d'un tel sacrifice, lui dit Salomé. Je voulais t'apporter de la joie. Allez, fais au moins l'essai. » Et Jung lui répond ceci. « J'ai perdu trop de force après les souffrances subies pour toi, pour être en mesure d'en dépenser encore d'autres à ton service. » Oui, le message est clair. Bon, il s'agit d'un échange imaginaire, certes, mais on ne voit pas en quoi il pourrait différer d'un dialogue avec une personne réelle. J'aurais tendance à croire que ces extraits nous présentent bien à Jung côté jardin et dévoilent une part de son intimité. Il a tout à craindre de l'amour, il le dira d'ailleurs plus ensuite. La roue d'airain de l'amour peut écraser celui qui le saisit. Salomé lui parle de joie, il lui renvoie sa crainte des liens de l'amour. Considère-t-il qu'il en a déjà fait assez en suivant les chemins de l'âme? Sa vie, à l'époque où il fait cette imagination active, a été profondément bouleversée déjà. Il a renoncé à la gloire qui lui était promise en tant que dauphin de Freud. Il a dû être profondément remué dans sa liaison avec Sabina Spielrein. Il a traversé des épisodes de dépression, etc., etc. « J'ai consciemment rendu ma vie misérable », dira-t-il plus tard. Le dialogue va cependant se poursuivre. S'en suivent des rationalisations qui, évidemment, à un certain niveau, au plan du sujet ou en toute généralité, peuvent être justes. Le désir est aveugle, il peut exercer un monopole fâcheux, le cœur est insuffisamment soumis à la volonté consciente, il n'est pas question de porter de l'autre, etc., blablabla. Mais ces généralités
ces rationalisations qui, évidemment, à un certain niveau, sont justes, n'en demeurent pas moins des obstacles sur le chemin de l'amour partagé et de la création d'une autre conscience physico-psychique dans la rencontre. Salomé s'adresse à Jung. « Si tu ne veux pas me prendre, je ne peux donc pas te prendre non plus. » Et Jung lui dit, il ne s'agit pas de prendre, je pense, mais il s'agit de quelque chose, c'est de donner. S'il s'agit de quelque chose, c'est de donner. Et Salomé lui rétorque, mais je me donne à toi, prends-moi tout simplement. Jung soupire, s'il ne s'agissait que de cela. Mais s'il y a de l'amour qui emprisonne, j'ai bien assez à traîner comme cela. Et Salomé ne s'avoue pas vaincu. Mais si je t'aide à porter cette charge, Élie va alors intervenir sans que cela éteigne la différence entre les points de vue. Élie dit que chacun porte sa charge, qui impose ses charges à l'autre et leur esclave, que nul ne soit trop lourd pour se porter lui-même. Et alors Salomé conteste, dit « Mais père, ne puis-je pas l'aider à porter une partie de sa charge ?» Et Élie répond « Alors il serait ton esclave ?» Et Salomé ne s'avoue pas vaincu, elle dit « Oui, ou mon maître et seigneur. » Bien, on a une opposition entre une sagesse et une folie. Laquelle des deux a raison? Bon. Et puis ça s'achève dans une fin de non-recevoir de Jung. Maître et Seigneur, cela, je ne veux pas l'être. Et il ajoute, en s'adressant à Salomé, je ne te renvoie pas. Tu peux n'être pas loin de moi, mais que ton don émane de ta plénitude et non de ton désir. Je ne peux être rassasié qu'à la table de qui l'est déjà, non aux écuelles vides de qui désire. Je trouve qu'il exagère. Il exagère et là, il se met en position haute et bon. Je trouve que c'est pas bien ce qu'il lui dit. Allez. Est-ce à dire que l'individuation ne favorise pas forcément les formes les plus simples et les plus spontanées de l'amour? Moi, j'ai pourtant l'impression que lorsque l'un des partenaires est pris sérieusement dans sa propre individuation, il aimante quelque part l'individuation de l'autre et par là même la qualité de leur relation. Ou doit-on simplement se dire que le couple, c'est très très compliqué? On doit se dire tout ce que tu viens de dire. Alors, le désir aveugle, qui peut-être est celui de Salomé, mais elle ne l'est plus aveugle justement à ce moment-là. Le désir aveugle qui convoite l'objet peut sembler excessif. Les mises à distance de Jung, les paroles qu'il adresse à Salomé, sont des paroles que chacun de nous pourrait prononcer au moment où une relation amoureuse doit évoluer. Lorsqu'il est devenu vital pour chacun des deux partenaires, ou pour l'un des deux, de sortir des amours fusionnels, des projections croisées et de la passion. Par contre, les prononcer d'entrée de jeu pour se protéger, non, c'est pas juste ça. Si une telle défense est loisible de la part d'un thérapeute qui est menacé par un transfert infantile, elle l'est moins de la part de celui à qui se propose un amour sincère et initiatique. Se servir de la science psychologique peut stériliser la vie. Est-ce qu'on aimante forcément l'individuation de l'autre? Ce n'est malheureusement pas sûr. On peut aussi déclencher des réactions de peur, de méfiance et de rejet.
Et donc, plutôt que de répondre à ta question, je la dénoncerai. Passage de l'amour besoin, de l'amour de réparation, ou de l'amour plus ou moins sacrificiel à l'amour individué. Il me semble que ta question met trop l'accent sur une évolution qui serait souhaitable, nécessaire et inéluctable. Qu'elle psychologise trop l'affaire. On pourrait dire que le moi de Jung s'en sort très bien lorsque il ajoutera une nouvelle ligne de défense en s'adressant à Salomé. Ne pleure pas, le seul bonheur c'est ce que tu crées toi-même et non pas ce que tu reçois. C'est vrai, ça ne l'est pas. Bon. Ce moi de Jung reste d'ailleurs conscient qu'un problème demeure, puisqu'il finira par dire « J'ai accepté Salomé en tant que désir », ce qui n'est même pas si sûr d'ailleurs, et en tant qu'amour, je l'ai rejeté. L'affaire est-elle si singulière? Et par extension, ne peut-elle pas concerner aussi chacun d'entre nous, et notamment tout thérapeute, qui dans sa vie professionnelle, comme dans sa vie privée, n'en est pas moins homme ou femme? La question de la cohabitation harmonieuse de la puissance ou de la justesse et de l'amour est loin d'être résolue lorsque par amour pour l'autre ou pour la vérité et la justice, on lui refuse ce qui vient pourtant du plus profond de ses entrailles. Dans notre vie professionnelle, le respect de dix dont le C, dits qui ont été édictés pour permettre le maniement du transfert, est juste. Mais ce respect ne nous place-t-il pas parfois à la limite du supportable? Et dans la sphère la plus intime, la différence de maturité avec l'un ou l'autre de nos partenaires ne nous rend-elle pas trop durs lorsque nous exigeons ou lorsque nous attendons d'elle ou de lui qu'il fasse son chemin? Quant aux risques de l'amour, on sait trop bien comment les éviter. L'amour à ce que je crois appartient à l'autre, dit Jung, mais mon amour veut venir à moi, je le redoute. Bon, au moins il est lucide. L'affaire est-elle si singulière? On peut d'ailleurs remarquer que dans la réalité, Jung, qui calligraphiait et illustrait son livre rouge, a interrompu cette calligraphie, celle du Liber Secundus, le second volet du livre, après la déclaration d'amour de Salomé, et lorsque dans son dialogue avec le serpent de la puissance, il s'avoue ne plus trop savoir quoi faire ni penser. Voilà.